C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver à cette émission de débat d'actualité sur la C360 Carte sur table. Carte sur table qui reçoit pour ce premier numéro 4 invités pour débattre de 3 sujets majeurs du moment. Une fois n'est pas coutume, nous irons d'abord au Mali voisin pour parler de cette actualité brûlante. Eh bien, la suspension des activités des partis politiques, c'est une décision du gouvernement malien qui fait des vagues en ce moment. Nous serons en ligne avec l'ancien Premier ministre Moussa Mara pour des analyses approfondies. Et puis, nous parlerons toujours de suspension, avec cette fois-ci la suspension de l'importation de la farine de blé au Burkina Faso et enfin des journées patriotiques et de participation citoyenne. Elles viennent de s'achever. Avait-il été nécessaire de les organiser? Quel sera l'impact dans les années à venir? Autant de questions que répondront donc nos invités. Voilà donc pour les grands sujets qui seront débattus dans cette émission et je ne suis pas seul pour l'animation, je suis avec mon confrère Simon Youssou. Bonjour Monsieur Youssou. Bonjour Serge Dabira, bonjour également à tous les téléspectateurs de la télévision C360. Alors pour les analyses, je suis en compagnie de Monsieur Kassoum Ouattara. Monsieur Ouattara est le président du MOCER, le Mouvement Citoyen pour une éthique république. Bonjour Monsieur Ouattara. Également pour les analyses, je suis en compagnie de Razan Naba Belemouede de Boudri. Il est le président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. Bonjour Naba. Bonjour. Et enfin, Yacouba Ouedraogo est avec nous ce matin. Monsieur Ouedraogo est le vice-président de la GVC, la Génération de Veille Citoyenne. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Monsieur Dabira, bonjour aux téléspectateurs. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez gouverné sous IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, en tant que chef de l'exécutif. Vous connaissez bien le jeu et les acteurs politiques avec le déroulement de l'actualité ces dernières 24 heures. Est-ce que c'était prévisible justement de voir cette décision du gouvernement actuel? Prévisible, je ne sais pas vraiment. Non souhaitable, c'est sûr, parce que aujourd'hui, le gouvernement malien lui-même, à travers le chef de la transition, est en train de lancer une initiative de dialogue entre les Maliens. Et le président de la transition a lancé un appel il y a encore 3 jours pour l'unité entre les Maliens. Au même moment, il est difficile de concevoir que les activités politiques et les partis politiques soient suspendus de fait. Si on appelle à l'entente et au dialogue, il ne faut pas suspendre les activités des uns et des autres. C'est pourquoi j'ai appelé les autorités à revoir cette posture et à se mettre dans une direction qui est plus conforme à ce qu'elle-même elle demande, c'est-à-dire le dialogue, les discussions, les échanges, pour l'unité autour de la transition. Moi, je me place sous un curseur absolument politique. Hein. Je n'entre pas dans le droit, la Constitution, la charte des partis, toutes choses qui sont tout à fait pertinentes, mais je mets le curseur vraiment sur l'unité nationale, sur l'entente, sur le dialogue, autant de choses qui ne sont pas compatibles avec ce type d'action. Vous avez parlé de l'unité nationale. Tous devraient donc converger vers le mal qui frappe le pays en ce moment, l'hydre terroriste. Est-ce que ce n'est pas parce que ces activités politiques aussi entravaient à un moment donné, comme ça a été le cas au Burkina Faso? Ces activités politiques, pour ce qui nous concerne, n'ont jamais entravé la lutte contre le terrorisme. Les activités politiques, ce sont des activités de discussion, de débat, d'échange, de donner son opinion. Ça n'a jamais entravé la lutte contre le terrorisme. Parce que pour ce qui est du cas burkinabé, en tout cas, une certaine opinion, une grande opinion, loue justement cette décision du président qui a permis de juguler très rapidement la crise au Burkina. Personnellement, je ne me prononce jamais sur ce qui se passe en dehors de mes frontières. Donc, vous me permettrez de ne pas commenter ce qui se passe au Burkina. Ce que je sais, en ce qui concerne le Mali, c'est que les discussions politiques, les échanges politiques n'ont jamais entravé la lutte contre le terrorisme. Au contraire, les acteurs politiques ont toujours soutenu
les autorités de la transition pour toutes les initiatives de défense, toutes les initiatives militaires. Mais la nation, ce n'est pas seulement les armes, ce n'est pas seulement la guerre. Il faut que nous puissions nous parler, et si les autorités ont engagé justement la nécessité de dialogue entre les Maliens, c'est qu'elles sont bien conscientes que le fait militaire n'est pas suffisant pour la conduite de la nation. Alors, on garde le Premier ministre en ligne, hein. On revient sur ce plateau. Razan Naba, vous avez suivi le Premier ministre, l'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, qui vient également de donner son appréciation sur cette suspension des activités des partis politiques le 10 avril dernier. Vous, en tant que d'abord acteur politique, en tant qu'acteur de la société civile, quelle est votre appréciation sur cette décision-là? Ben, je vous remercie. Je voulais tout simplement vous dire que d'abord, en tant qu'acteur, je suis politique, mais je ne suis pas un politicien. Ça, j'aime toujours le dire pour faire la part des choses. Parce que mon analyse ne va pas simplement en tant que politicien, mais en tant que politique surtout. Et je voulais en tout cas dire merci au Premier ministre malien qui a pensé effectivement que son intervention, ou en tout cas sa lecture, n'est pas celle liée, j'allais dire, à question de droit ou de constitution, mais un problème effectivement qui amène les uns et les autres à se parler, et ça c'est très important. Pour moi, est-ce qu'il y a plus politique finalement que de se parler? Qu'on soit d'un parti politique ou d'une association d'organisations civiles et autres, moi je pense tout simplement que la nation c'est comme finalement ta famille vue finalement en tant qu'individu. Quand il y a un problème qui se pose au niveau de la famille, il faut effectivement se rassembler, de discuter et de trouver finalement les solutions. Et nous savons finalement que le plus souvent, ce qui nous divise beaucoup plus, c'est la politique et à travers également aussi les partis politiques. Moi, c'est vrai que présentement, je m'en suis mis de côté, notamment en ce qui concerne les partis politiques partisanes. Mais je ne veux pas vous interrompre comme ça, mais vous avez parlé de diviser, d'une division qui serait liée à ces activités des partis politiques. Oui, la division au niveau des partis politiques, c'est comme je l'ai dit, mon point de vue tout simplement au niveau politique, c'est que les partis politiques opinent souvent sur des projets de société que eux-mêmes, ils n'arrivent même pas finalement à, j'allais dire, à le faire voir sur le terrain. Ça. Alors, oui, permettez-nous, Monsieur le Premier ministre, est-ce que aussi, d'un côté, cette décision du gouvernement ne permet pas de mieux se concentrer sur la situation actuelle dans le pays et pratiquement dans tous les pays de l'AES? Non, mais pas du tout. Encore une fois, je vous dis, pensez que les acteurs politiques font de la diversion, les acteurs politiques créent de la division, c'est se tromper lourdement. Les acteurs politiques sont constitués d'acteurs comme moi, comme d'autres qui ont eu à gérer les plus hautes fonctions de l'État et qui sont hautement responsables. Ce sont des acteurs qui donnent des idées. Ce sont des acteurs qui contribuent au débat. Et ce sont des acteurs qui critiquent à l'occasion. La critique, elle est constructive, surtout si la critique elle est accompagnée de solutions. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de dénigrer, il ne s'agit pas de, comme on dit, de saper les morales des troupes ou autre chose. Il s'agit de se réunir, de discuter, d'échanger, de donner des opinions et d'accepter que des opinions soient différentes et divergentes. C'est comme ça qu'on construit une collectivité, qu'on soit dans une période de transition, qu'on soit dans une période normale. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, les autorités elles-mêmes convient des dialogues, convient des forats, convient des rencontres. Nous avons actuellement le dialogue intermalien qui est en train de commencer sur l'ensemble du territoire. Et les partis sont d'ailleurs invités à ce dialogue. Donc, on reconnaît que les partis ont un rôle à jouer. Mais en ce moment, qu'on soit simplement cohérent, qu'on ne les suspende pas. Mais quand on regarde qu'on appelle au niveau national le Burkina Faso ici, depuis plus d'un an, cette décision-là du gouvernement de la transition est actée. Ça permet quand même au gouvernement de mieux se concentrer, de mieux savoir sur quel levier agir. Encore une fois, comme je l'ai dit, oui, est-ce que ce n'est pas la même chose? Je ne commente pas ce qui se passe au Burkina. Moi, je me concentre sur ce qui concerne le Mali. Je dis, quel que soit le régime, qu'on soit dans un régime d'exception, qu'on soit dans un régime démocratique, partisan ou autre, le dialogue est indispensable.
s'écouter, accepter des critiques est indispensable. Celui qui dirige, il doit accepter les critiques parce que ça renforce et ça lui permet d'avoir d'autres vues, d'autres positions sur les sujets du jour. Et je rappelle, comme je l'ai dit au début, la défense ou le fonctionnement de la nation, ce n'est pas seulement les questions militaires et les questions de défense. Alors, nous avons actuellement un problème de fourniture d'électricité à Bamako, où vous avez 12 heures de délestage par jour. Sur cette question, il faut que les expertises, il faut que les positions puissent être entendues, discutées, afin qu'on avance sur d'autres solutions. Et il y a d'autres projets, il y a d'autres problèmes que nous rencontrons. Alors, retour sur ce plateau avec vous, cette fois-ci, monsieur Ouedraogo. Alors, comment est-ce que vous analysez cette situation? Ça divise l'opinion au niveau du Mali. Il y a une bonne partie qui applaudissent cette décision-là de l'exécutif, mais une autre partie aussi qui estime que il ne fallait pas en arriver là. Quel est votre regard là-dessus? Merci. Bonjour, Excellence. Il faut dire que moi, Yacoub Ouedraogo, je suis un Maliano-Burkinabé. Je connais le Mali plus que quiconque. Je suis né au Mali, grandi au Mali et j'étais un acteur fervent de l'AEM pour la chute de Moussa Traoré. Et pour informer Excellence, j'étais le secrétaire de relations extérieures de la section régionale de Ségou de 1994 à 1997. Donc, je suis les activités politiques du Mali comme pour le Burkina. Et j'ai été également le président des Amis de Soumaïla Cissé pour les élections où Soumaïla a été candidat au Burkina. Et cette décision, je m'aligne à la volonté du gouvernement de suspendre les activités des partis politiques au Mali et au Burkina Faso. Parce que vous voyez, nous sommes dans une situation où elle est tellement critique et profonde que nous ne pouvons pas se permettre de courir et puis gratter les oreilles. Activité des partis politiques, selon l'analyse de son Excellence, c'est dialoguer, c'est donner des idées. Mais tous ces dialogues, toutes ces idées-là convergent vers quoi? Un parti politique mène ses activités politiques pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Mais selon moi, les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, on ne doit pas forcément parler d'élection. Parce que lui-même, il sait qu'il y a des partis au Mali où il ne peut pas aller battre campagne. Si j'ai bonne mémoire, lui-même en tant que Premier ministre, quand il était Premier ministre, il avait effectué un déplacement dans la ville de Kidal. Et nous savons comment ça s'est passé. Ça s'est terminé. Aujourd'hui, sous l'égide de cette transition, Kidal est une ville libérée. Je suis politique. J'ai agi au Mali en tant qu'homme politique et je suis membre du bureau politique national du MPP au Burkina Faso. Je sais ce que l'homme politique, l'acteur politique cherche dans une nation. Il y a des fois, on ne parvient pas à cerner la différence entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif que les hommes politiques cherchent. Rapidement, si vous prenez de l'avènement de la démocratie de 91 à nos jours au Mali, si vous prenez les bilans, vous faites les bilans, et par rapport au bilan de la transition, il ne serait-ce que sur le plan militaire, c'est du jour, c'est la nuit et le jour. On va aussi permettre à Kassoum Ouattara Monsieur Ouattara qui n'a pas... sur ce sujet-là, voilà, la suspension des activités politiques au Mali depuis le 10 avril dernier. D'accord. Bon, merci d'abord à C360 pour l'invitation. Bonjour, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Bon, bonjour. Monsieur voilà, co-débatteur. Par principe, mon mouvement, c'est le mouvement citoyen pour une éthique républicaine. Quand on parle de République, c'est garder les valeurs qui sont dans le cadre de la République. Moi, je me permets aussi de discuter de ce cas parce qu'au Burkina Faso aussi, il y a eu interdiction des partis politiques. Ce que moi, je ne m'engage pas dedans, parce que quoi qu'on dise, parce que c'est le mot parti politique, mais avant tout, c'est des nationaux qui sont derrière ces organisations-là. C'est comme la société civile, d'ailleurs. Maintenant, moi, je me pose une question simple. Est-ce que les partis politiques qui sont la cause de nos problèmes, pour les suspendre, ou bien est-ce que les partis politiques n'ont plus le droit d'être? Parce que le problème qui est là... Est-ce qu'à un moment donné, oui,
ces partis, ces organisations, ces formations politiques-là ne dérangent pas les autorités sur place parce que pour leur permettre même de se concentrer. C'est comme l'a dit monsieur. Oui, je suis d'accord avec eux. L'objectif étant pour eux la reconquête du pouvoir passant par les élections, alors que le défi majeur qui s'impose aujourd'hui à ces pays, c'est combattre les terroristes, arriver à juguler cette Monsieur Dabila, vous savez que je ne suis pas politique. Je n'ai jamais eu une carte d'un parti politique quelconque. Mais je vous poser une question qui est trop simple. Est-ce qu'il y a une structure qui est mieux implantée, mieux organisée qu'un parti politique? Il n'y en a pas. Il y a l'armée. L'armée est très non, je parle d'implanter en termes de répondants. Au Burkina, il n'y a pas ce village, il n'y a pas un militant d'un parti politique. Or, quand on parle de l'information qui doit revenir, on parle de la collaboration, il faut forcément travailler. Et maintenant, ce que je voulais en venir, on souhaite, et nous souhaitons de tout le monde, que la paix revienne dans la sous-région. Mais quand la paix va revenir, quels sont ceux qui vont venir diriger encore ces pays? C'est les partis politiques. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'écarter quelqu'un que finalement, à la fin, qui va venir faire quelque chose. Il n'a pas dissous les partis politiques. Non, oui, suspendu. Non, mais oui, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, acceptez avec moi que quelqu'un qui fait une fondation et quelqu'un d'autre qui va venir finir cette maison, c'est pas la même chose. Alors, voilà. C'est pourquoi je pense que c'est mieux de les prendre comme acteurs dans le dialogue. Si la fondation est déjà solide, ça devrait pouvoir. Ça c'est moi, ce que je veux dire finalement par là. Est-ce que ça aussi, ça ne permet pas quand même de préserver l'ordre dans la République? Mais justement, qui a apporté finalement le désordre? Il a dit qu'il n'est pas un politique. Moi, je l'ai été dans un parti politique. Et nous, ceux qui contribuent même au niveau donc, des partis politiques ne sont même pas écoutés. Ceux qui ont effectivement écrit le plus souvent de belles pages, comment dirais-je, de projets de société, ne sont pas, dans la réalité et dans les faits, ne s'exécutent pas de cette manière. C'est quoi finalement? C'est la gabégie, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est un peu du tout. C'est ça en fait finalement, j'allais dire en tout cas les partis politiques, quand ils gèrent finalement donc les c'est vrai que, de mon point de vue, à l'heure actuelle, pour moi, il est hors de question de dire, écoutez, laissez encore finalement les partis politiques aller de part et de gauche à droite. Moi, ce que je souhaite... Quand on prend le cas burkinabé, quand je prends le cas ça a permis quand même à la transition de mieux travailler. Et moi, je vais aller plus loin. Je vais dire que quand on a un parti politique qui fait finalement, en tout cas, une analyse politique de son pays, depuis 1960 à nos jours, où les partis politiques ont joué finalement leur partition à un certain moment, on doit pouvoir être à mesure de faire ce qu'on appelle finalement, en tout cas, comment dirais-je, une lecture sur soi-même. Hein, et considérer et s'asseoir maintenant et aller dans le sens... Aujourd'hui, par exemple, quand je prends un exemple, beaucoup de partis politiques sont de gauche, de droite, ou je ne sais pas moi. Beaucoup de gens, beaucoup de politiciens ont parlé finalement de la question, j'allais dire, de l'impérialisme, de ceci, du néocolonialisme. Vous avez aujourd'hui un pouvoir qui est arrivé et qui met fin finalement, et qui met fin à certains accords, j'allais dire coloniaux, qui nous traînaient et qui nous rend la vie vraiment difficile. Et on ne peut pas se développer avec ça. Quels sont les partis politiques qui se sont réunis et qui disent, en tant qu'individu, nous allons accompagner effectivement cette donne-là? Il n'y en avait pas, il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a même pas. En plus qu'il y a des canaux pour se faire entendre. Tout à fait. Et moi, je pose même le problème de chapeau de politique. En tant qu'individu, en tant que Burkinabé, est-ce que je ne peux pas contribuer? C'est ça que, en réalité, on doit travailler à ce que tout le monde vienne, en laissant les chapeaux tout simplement de politiciens. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas contribuer, mais il laisse sa carapace de politicien quelque part, il vient, ensemble on met en place une structure. C'est comme en 2018, nous avons été par exemple au Danemark. Qu'est-ce qu'ils ont commencé au départ? Ils avaient également des multitudes de partis politiques, mais ils sont arrivés finalement à se réunir, à s'asseoir, à s'entendre sur un minimum de l'électricité, de l'école, de la santé, de ceci. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils bâtissent ça et maintenant ils ouvrent et ils disent chaque parti politique maintenant peut aller, mais aller dans ce sens. Parce que c'est commun et on a arrêté ça de manière commune. C'est surtout ça. Monsieur Ouedraogo, très rapidement, je voulais dire que les politiques là, aujourd'hui, doivent comprendre que l'heure n'est pas à la manipulation. On ne les a pas écartés, on ne les a pas, comme on appelle, dissous.
On les a dit simplement, une suspension on les a dit momentanée. simplement de se calmer. Ce qui est là est plus fort que tout. Venez ensemble, nous allons lutter, libérer notre nation. Oui. Après, on ira à la politique. Moi, je pense que ce petit temps-là, il faut que nous soyons patients pour se comprendre. Monsieur le Premier ministre... Tous les problèmes que la transition gère rapidement, le Premier ministre a soulevé un problème d'électricité au Mali. Mais en réalité, si vous analysez profondément, ce problème d'électricité n'est pas du fait de la transition. Puisqu'il y a eu des gouvernements précédents qui n'ont pas pris des mesures pour créer de l'électricité véritable, des centrales, des politiques d'électrification réelles pour le Mali. Et aujourd'hui, cette transition est en porte-à-faux avec l'Occident. Et comme l'électricité est prise chez des voisins qui sont favorables à la politique de l'impérialisme, la manipulation vient de là-bas. Et voilà, on met la pression sur la population pour que cette population déteste la transition, tout simplement. Déteste la transition. Alors, on va reprendre le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle sera la suite des événements? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Je dois malheureusement vous quitter, mais je vais aller très rapidement du fait de l'absence de temps. Je vais rappeler 2 ou 3 choses pour insister sur le fait que la situation dans les pays les situations sont très très différentes. Si vous regardez la transition du Mali, elle a commencé en 2020. Ça fait presque 4 ans qu'elle dure. Et pendant les 4 années, les autorités de la transition n'ont jamais pris une mesure de ce type. Et au contraire d'ailleurs, les autorités de la transition ont toujours géré avec les acteurs politiques. Le chef du gouvernement actuel est un chef de parti politique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Hein. Ça, c'est déjà la première chose. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? C'est que les autorités de la transition, il y a 2 ans, ont décidé, sans concertation, de fixer le délai de la transition à 2 ans et à finir fin mars 2024. C'est une décision des autorités de la transition. Et fin mars 2024 est arrivé, la transition n'est pas terminée. Les partis politiques ont fait une sortie ensemble pour dire le délai de la transition est dépassé, délai fixé par les autorités de la transition. Ils demandent aux autorités de la transition d'ouvrir un cadre de concertation avec les acteurs politiques pour convenir d'un chronogramme. C'est à la suite de cette sortie que la décision a été prise de suspendre les activités des partis. Donc ce n'est pas une décision qui est prise en réalité pour se focaliser sur la lutte contre le terrorisme ou autre chose, c'est que vous êtes en train d'indiquer pour le cas du Burkina éventuellement. Tout a un contexte. Le plus important aujourd'hui par rapport à demain et après-demain, moi je pense, c'est qu'il faut que les autorités reviennent sur cette décision et que les autorités acceptent de parler. Il s'agit simplement de s'asseoir et de parler. S'il y a des contraintes objectives qui font qu'on ne peut pas organiser d'élections, que les autorités l'expliquent aux acteurs politiques. Comme je l'ai dit, ce sont des responsables ce sont des responsables. Et qu'ensemble, nous convenons, compte tenu des contraintes, compte tenu des réalités, d'un chronogramme de fin de transition. C'est ce que les partis demandent. Les partis ne sont pas dans la perturbation ou dans le sabotage. Maintenant, comme je suis vraiment désolé, il faut que je parte. Et peut-être nous aurons l'occasion de discuter d'autres thématiques sur les partis eux-mêmes, sur la question de l'électricité, sur d'autres questions. Nous aurons ces occasions-là. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous souhaite une bonne suite de débat avec ceux qui sont sur le plateau. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre. On rappelle Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Alors, nous allons évoluer dans le débat pour parler cette fois-ci de journées d'engagement patriotique et de participation citoyennes qui viennent de s'achever. Au cours de ces journées, c'est l'engagement patriotique qui était mis en avant pour toujours stimuler le Burkinabé. Naba, quand on regarde l'hydre terroriste qui perdure, le terrorisme qui perdure toujours, dû à une bonne partie, à une grande partie, dû à la complicité interne de certains Burkinabés. Alors, est-ce qu'on dira que ces journées-là devraient pouvoir se multiplier pour sensibiliser davantage le Burkinabé sur le patriotisme? Je vous remercie. Je pense que c'est très important, effectivement. Toute chose a toujours quand même un début. Et les débuts sont souvent difficiles parce que nous sommes habitués finalement à un autre comportement qui n'est pas le comportement finalement de 83 avec par exemple la Révolution ou d'avant cela. Et je pense également aussi quelque chose qui est là et important, c'est au moins de tracer les signaux. Si on trace les signaux, de plus en plus, il y a beaucoup d'idées
il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir sur la question. Et puis, déjà, ce qu'on a pu faire, comme 1-2 semaines donc, de pratique, si je peux dire ça ainsi, mais ça va dire que beaucoup de choses vont encore se multiplier. Parce que, comme on le dit, on parle de dialogue et tout ça, les uns et les autres, en tout cas, vont apporter, en tout cas, leur contribution pour que davantage on puisse mieux le recadrer et mieux se l'approprier pour que ça puisse nous servir. Est-ce que c'était une journée qui était opportune? Ben, comme on le dit, toute chose qui amène un développement, qui permet donc de revenir sur un certain nombre donc, de valeurs, je pense qu'elle est toujours opportune. En tout cas, elle est opportune chaque fois que de besoin et que nous avons besoin finalement, en tout cas, de recouvrir en tout cas notre propre identité et de revenir à un certain nombre de valeurs. Alors, M. Kassoum Ouattara, quel est le regard que vous portez sur cette actualité, vous qui militez beaucoup sur l'éthique républicaine au Burkina Faso? Bon, moi, je pense que c'est une très bonne chose. En son temps, quand le président a parlé de ces journées, j'ai même écrit pour dire que c'est une très bonne chose. Je note aussi que j'ai un centre sur la formation, sur le civisme et aux aptitudes citoyennes, ce qui est une très bonne chose. Moi, bon, ce que j'ai un peu déploré, c'est qu'il n'y a pas eu un contenu pour ces journées-là. Moi, je parle de contenu, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu... Il y avait tout un carnaval. Il y a eu quand même j'en viens. Il y a eu des conférences publiques, il y a eu des plantations d'arbres, il y a eu des actions de salubrité, il y a eu également la consommation des mets locaux. En 15 jours, il y a d'énormes choses qui ont été faites. Non, j'en viens. C'est pour dire qu'en réalité, il y avait plein d'activités. Mais aujourd'hui, quand on dit de faire le point de ces journées, ça va être difficile parce que, comme tu l'as dit, on a mené beaucoup d'activités. Moi, je voulais que ces journées-là soient focalisées sur 2 thématiques, par exemple. La thématique, on dit, écoute, ces journées-là, que tout le monde, le civisme là, ou bien sûr, l'environnement là, on veut 0 sachet. Est-ce qu'on se comprend? On dit pendant ces deux semaines, 0 sachet à Ouagadougou. Et au niveau de tous les quartiers, on implique les chefs de quartier, on implique les CVD et ainsi de suite, 0 sachet dans tous les quartiers du Burkina Faso. Et à la fin, qu'il faut exclusivement concentrer les actions sur un seul projet. Non, 2 ou 3. Parce que quand c'est beaucoup, à la fin, finalement, on a fait énormément de choses, mais on ne voit pas le résultat comme ça. C'est dû aussi à l'état des lieux. Le mal est tellement profond, il y a beaucoup de difficultés. Non, c'est comme Naba l'a souligné. En toute chose, il faut avoir un début. Au temps de la Révolution, il y avait les journées de salubrité. Tout le monde sortait devant sa case et puis dans le quartier, là, les CDR se passaient pour voir qui n'a pas balayé devant sa maison. C'est que il a bien précisé, les époques ne sont pas les mêmes, mais c'est que quand c'est comme ça, on dit, bon, écoute, ces 2 semaines-là, c'est l'environnement ou rien. Le président l'a même souligné parce que la dengue qui a fait ravage la saison plusieurs passée, là, c'est dû à l'assainissement. Si on avait mis l'accent sur l'assainissement pendant ces deux semaines, oui. On dit 0, ça fait 0 caniveau et bouché. Vous allez voir, c'est-à-dire en 2 semaines, Ouagadougou allait être une ville propre. Très, très assainie. Voilà. C'est de ça que je parlais. Sinon, c'est une très bonne chose. Oui. Mais est-ce que pour vous, quand même, ces 15 jours d'activité, ces 15 jours d'engagement patriotique ont eu quand même un impact sur le Burkina Faso? Non, ne serait-ce qu'on dit au Burkinabé d'être patriote, d'être citoyen. C'est déjà très important. Oui, c'est une très bonne chose. Interpeller quelqu'un à ce qui s'engage pour son pays, c'est déjà une très bonne chose. Merci. Il faut dire que c'est une très bonne initiative. Les contextes dans lesquels le Burkina se trouve aujourd'hui, nous avons besoin qu'on interpelle ou motive les citoyens à s'engager plus pour la nation et à aimer la nation. Vous voyez, c'est un peu le manque de patriotisme qui amène certains jeunes à s'enrôler d'ailleurs. Maintenant, si tout le monde se rend compte que la nation, c'est sa patrie, c'est sa chose à lui, et chacun doit mettre la main à la pâte pour que cette nation avance, je pense que c'est une très bonne chose. Et dédier 2 semaines pour interpeller les citoyens qu'il faut poser des actes nobles pour d'abord, puisque le patriotisme, la citoyenneté commence d'abord dans sa propre cour. Il faut rendre sa propre cour propre et il faut avoir des aptitudes pour ne pas offenser les voisins. Et il faut pour que ensemble, c'est tous ces efforts-là conjugués ensemble qui fait du Burkina Faso un Burkina où le vivre ensemble est possible, où le développement sera réellement possible. Le Razan Naba l'a souligné en tant que génération de veille citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, on a besoin de nous dire que nous sommes burkinabés avant d'intégrer, avant d'incarner les valeurs patriotiques? Vous savez,
On a toujours dit que la répétition est pédagogique. On ne cessera jamais d'interpeller ou d'appeler quelqu'un, de dire, même nos enfants à la maison, le chef de famille, la maman, et ou les aînés, les appellent permanemment à l'ordre. Les appellent permanemment, ça c'est la famille, ce sont les principes de la famille, il ne faut pas violer, il ne faut pas violer. Ça fait partie de la vie de l'homme. Et que ce gouvernement prenne des décisions allant dans ce sens, ce n'est même pas seulement ça. Ils ont pris d'autres décisions, d'autres mesures, vraiment qui sont salutaires. Je suis politique. Je ne jette pas les bébés avec l'eau du bain. Je ne suis pas contre les hommes politiques, je ne suis pas contre... Mais comprenez avec moi qu'il y a des actions qu'un gouvernement tel que, comme on appelle, notre transition, peut poser. Un gouvernement d'hommes politiques, comme on appelle, issus des urnes, ne peut pas le faire. Parce qu'ils sont ligotés par un certain nombre de principes venant des institutions de Bretton Woods. Comme on l'a vu récemment avec les décisions qui ont permis d'aller vers cette souveraineté en parlant aujourd'hui, des accords. C'est clair que la vie est chère parce que ceux qui nous apportaient de l'aide, on les a dit non, c'est bon, nous allons nous prendre en charge. Cette transition pour arriver à l'équilibre va coûter cher. Et chaque Burkinabé aujourd'hui sait réellement que la vie est très chère, chacun souffre dans sa chair. Mais il faut qu'on passe par là pour arriver à quelque chose. Le fer passe par le feu et l'enclume pour avoir une bonne forme. Aujourd'hui, si nous voulons réellement que le Burkina Faso soit un Burkina où nos petits-fils, nos arrière-petits-fils vont réellement avoir une nation avec tous ses richesses à leur possession, les gérer librement avec une autonomie financière et économique, il faut obligatoirement que cette génération se sacrifie. Il faut un sacrifice énorme. C'est ce que, rapidement, c'est ce que les politiques maliens veulent refuser. On parlait des journées et je pense qu'il faut... C'est juste une transition. Voilà, c'est ça, oui. Raznaba, est-ce que accepter que nous sommes burkinabés ne mérite pas qu'on n'a pas besoin de nous dire nous sommes burkinabés, on a besoin d'être patriotes, on a besoin d'être engagés. On n'a pas besoin forcément de venir toquer à notre porte pour dire réagissez. Non, je voulais dire simplement que être burkinabé, d'abord qui a amené le mot burkinabé, c'est un burkinabé intègre. Je vais parler de Thomas Sankara avec l'ensemble de ceux de la classe révolutionnaire en son temps. Pourquoi ils ont dit le Burkina? Pourquoi ils ont parlé d'intégrité? Pourquoi ils ont parlé effectivement que nous devrons être intègres? On doit être burkinabé, on doit aimer le fait qu'on est burkinabé. Et beaucoup concours à montrer effectivement qu'avant et maintenant, il y a certaines valeurs que nous avons perdues. Donc cette intégrité, nous devrons travailler, la recultiver finalement pour l'asseoir encore davantage et mieux la structurer. Et je suis totalement d'accord avec M. Ouattara que pour moi, 15 jours, ce n'est pas suffisant. Mais on peut même faire finalement pendant les 12 mois. Là. Il y a quand même 2 fois par an. À partir du 2 octobre prochain, il y a la seconde quinzaine qui sera faite. C'est 2 fois par an. C'est comme je l'ai dit. C'est aussi des propositions que je vais faire. C'est-à-dire qu'en prenant finalement l'idée de M. Ouattara, pourquoi ne pas prendre tous les 12 mois? C'est-à-dire les 12 mois et on se fixe finalement des objectifs avec un contenu. Si on dit par exemple ce mois-là, c'est l'environnement, on travaille sur l'environnement. Si le mois prochain, on dit bon, c'est sur la santé, ou bien c'est sur ceci ou tel sujet, on fait le mois également. C'est toute l'année. Pourquoi pas? Je pense que ça, c'est également aussi important. Et c'est comme je le disais au départ, que si il faut toujours commencer par quelque chose. Et en commençant, vous allez voir finalement, c'est comme sa maison même qu'on construit. C'est vrai que l'ingénieur ou l'architecte va vous faire finalement un beau plan, mais vous n'allez pas finir en tout cas votre maison sans avoir finalement apporté votre propre touche en fonction de ce que vous voulez et de ce que vous rêvez. Donc c'est ça que je dis, c'est déjà un bon pas d'avoir commencé pour 15 jours. On évalue, on regarde, et il y a beaucoup de contributions, il y a beaucoup qui vont en tout cas amener encore de nouvelles idées. Et puis on peut également aussi aller sur toute l'année. Si on ne peut pas sur toute l'année, au moins sur les premiers 6 mois ou tous les 2 mois, en tout cas avec un bon contenu, et on peut évaluer également aussi à la fin qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on a pu amener comme résultat. Et
sur nos vies et sur nos comportements en tant que Burkinabé, en tant qu'homme patriote. Pour ajouter à ce que Naba a souligné, vous savez que quand on dit Burkinabé, tout le monde est fier, homme inter, comme Naba l'a si bien souligné, c'est Sankara avec toute sa compagnie, ils sont venus nous inculquer ça. Mais aujourd'hui, je prends un exemple très banal sur le civisme, de manière générale. Vous voyez, nous qui sommes là, parmi nous, chaque fois, quand le feu, il y a genre coupure de courant, le feu en panne, les enfants qui vendent le lotus là, ils régulent la circulation. Et tout le monde suit, sans problème. Mais il peut arriver qu'à un moment, il y a le policier, y compris le VDP, et les enfants viennent brûler le feu. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous poser une question pour dire, mais pourquoi nos enfants se comportent comme ça en réalité? C'est parce qu'il y a une crise entre le citoyen et l'autorité même. Il y a une crise. Et pendant des années, cette crise n'a pas été résolue. C'est pourquoi, pendant ces journées, je dis, bon, si on va à des contenus, on pose le problème, les gens savent avoir des thématiques au niveau des écoles, les proviseurs posent le problème aux enfants. Pourquoi vous brûlez le feu? Les associations du secteur informel, on les appelle ceux qui cirent, les sociaux qui sont établis, ils ont des associations, des fêtières. On pose le problème. Quel problème vous avez avec l'autorité? Les gens vont dire, à partir de ce moment, on dit, bon, écoute, voilà pourquoi le citoyen fait ça. Désormais, l'autorité aussi va bien se comporter. Parce que le citoyen se comporte à l'image de l'autorité. Absolument. Voilà, à l'image de l'autorité. Moi, je ne peux pas comprendre que tu vois même des gradés de l'armée qui viennent, qui s'arrêtent à un feu. Un gamin de 8 ans doit s'être avec son lotus, fait prendre, tout le monde s'arrête. Et que 4 policiers qui sont au feu, plus 4 VDP, les enfants viennent, ils faufilent, et puis ils se retournent, ils regardent, et puis ils s'en foutent. Donc c'est pour dire que pendant ces journées-là de patriotisme, là, par moment aussi, il faut s'asseoir, développer des thématiques et puis appliquer ces thématiques sur le terrain. C'est pourquoi je parlais de contenu. Sinon, je n'ai pas dit qu'on n'a pas mené des activités. Hein. Certes, on les a menées. Mais le gouvernement mène des actions. Oui. Vous l'avez dit, il y a eu des conférences publiques. Tout à fait. L'application sur le terrain, est-ce que ça ne revient pas à chaque parent? Parce que vous parlez, vous avez dit qu'il y a des gens qui brûlent le feu. On voit également des parents qui brûlent le feu. Est-ce que ça ne revient pas quand même aux parents d'inculquer cette notion, d'inculquer ce savoir-faire-là à son enfant? Et lui-même, de partant, dit il faut respecter le feu. Il le respecte, son enfant le voit. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, partie de la cellule familiale? Oui, mais ce que je dis, c'est durant des années où il y a eu ce laisser-aller, durant des années. Maintenant, les gens ils trouvent que c'est normal même de le faire. Voilà. Quand tu vois une grande personne qui a 50 ans qui vient brûler le feu, tu te poses même la question, est-ce que ce monsieur-là, il se porte bien? D'où la nécessité de mettre un point d'honneur, un accent particulier à l'organisation. Tout à fait, c'est que pendant ces journées, on peut utiliser les radios en langue locale, où cette thématique est développée. Les gens, ils en ont marre, ils veulent écouter. Et disent, bon, finalement, écoutez, arrêtons de faire ça, c'est pas bon. Voilà. Mais je le dis également aussi, au niveau de l'État, il faut qu'il y ait aussi de la rigueur. Voilà, tout à fait, oui. Parce que quand je prends Ouagadougou, le désordre qu'il y a à Ouagadougou, moi j'ai été maire, le désordre qu'on a à Ouagadougou, c'est simplement également aussi parce qu'il n'y a pas une rigueur, il n'y a pas un respect des textes. C'est ça qui est tout le problème. Quand vous prenez finalement les voies sont obstruées, chacun se dit, ah, moi aussi, il vient déposer son truc. Non, on doit être quand on est intègre, quand on est patriotique, on doit également aussi respecter finalement les règles. Est-ce que ce ne sont pas de bonnes règles? Les alcools qui doivent être vendus finalement à une certaine distance finalement des écoles, est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous acceptons que même si l'autorité vient nous dire il ne faut pas faire ça, et pour moi, c'est l'occasion même d'ailleurs, pendant la transition, de régler ces questions. Parce que si vous laissez encore que les politiciens viennent encore, mais chacun veut être tout simplement élu, on utilise finalement les substituts, et puis il faut réguler et régler cette question également aussi des élections. Cette question des ça fait partie également aussi des questions de civisme. Naba l'a dit tantôt, le poisson pourri par la tête, c'est à l'autorité de donner l'exemple. Quel est le regard que vous portez sur les autorités actuelles de la transition pour évoluer, avant d'évoluer sur le prochain sujet? Oui, il faut dire que ça dit, si nous prenons la gestion de la transition, et comme le papa l'a dit, la gestion des pouvoirs politiques issus des urnes, c'est nettement différent. Parce que le politique a toujours un esprit penchant pour son électorat. Il y a certaines rigueurs qu'il ne peut pas prendre. Mais eux, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un par rapport, ils n'ont pas ce truc-là. Et ils sont libres de poser des vraies réformes pour le bien-être du Burkina. Donc, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Celui qui veut manger la tête ne doit pas tenir compte des yeux. Si c'est bien
il faut aller. Celui qui va s'opposer, mais les textes sont là, il faut les appliquer. Il faut de la rigueur. Ouagadougou, comme il a dit, mais si vous quittez d'autres capitales, vous venez à Ouagadougou aujourd'hui, mais c'est difficile. C'est-à-dire, autant de 6 mois qu'on parlait, et que j'ai salué au passage, vous avez vu ce qu'il faisait dans la ville. Mais aujourd'hui, c'est comme si Ouagadougou était un truc de fourre-tout où chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il ne nous revient pas d'aider les autorités? J'allais en venir. Vous avez dit il faut souvent de la rigueur. L'autorité met de la rigueur, mais le Burkinabé lambda dit que voilà, on pince trop, on serre trop. Est-ce que ça aussi, on ne veut pas une chose et son contraire? Justement. Et c'est là où les OSC doivent rentrer en ligne. Parce qu'il faut réellement sensibiliser. Il faut parler avec les citoyens. Il y a de peu de choses. On n'a pas besoin de demander, comme M. Ouattara l'a dit, à un adulte qui a quand même 40-50 ans de s'arrêter au feu. Le feu est un policier. Même s'il n'y a pas de policier, si le feu est rouge, quelqu'un qui se respecte chez soi, c'est lui doit s'arrêter au feu tranquillement. Mais pourquoi les gens brûlent le feu? Pourquoi nous sommes agressifs dans la société? Pourquoi nous ne respectons pas les biens publics? Pourquoi entre nous, individus, on ne se considère pas? Tout ça, c'est des questions de citoyenneté. Maintenant, si nous aimons le Burkina Faso réellement, nous devons savoir que chaque acte qu'on pose quotidiennement doit aller dans le sens du développement et de favoriser le bien-être, les vivre ensemble. Mais si d'autres arrangent, d'autres détruisent, en ce moment-là, il y aura vice de forme, il y aura contradiction et ça nous amènera toujours à évoluer dans les désordres. Et aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, a pris des décisions que je salue. Maintenant qu'ils aillent au bout de ces décisions. Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient interdire les gens de s'asseoir tout au long des, comment on appelle, des routes et des voies. Au fait, c'est pour eux-mêmes, c'est pour ceux qui s'asseyent sur les voies là. C'est pour les mettre en sécurité. Alors, monsieur Ouedraogo, nous allons évoluer vers le dernier sujet. On a moins de 10 minutes pour terminer cette émission. Alors, le ministère en charge du commerce, dans un communiqué en date du 8 avril dernier, informe que l'importation du blé est suspendue sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. C'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des marchés des produits donc, de grande consommation au Burkina Faso. Naba, comment est-ce qu'on a accueilli cette décision du gouvernement? Vous savez, lorsque l'habitude est devenue une seconde nature, lorsqu'on vous dit, hein, vous avez l'habitude donc de votre pain, de vos croissants et autres, et on vient de vous dire un jour, ah écoutez, c'est fini. En tout cas, si vous voulez manger du croissant, il faut finalement utiliser les produits intérieurs de chez vous. Effectivement, ça pose un problème. Mais moi, je ne trouve pas ça comme étant un problème. D'abord, je dis que lorsque vous voulez un développement, vous savez, nous 5 qui sommes ici dans cette salle-là, si on nous enferme ici et on nous dit nous n'allons plus sortir, nous n'allons pas mourir comme ça. Même si à un certain moment donné, nous allons mourir, les gars viendront trouver que nous avons amélioré quelque chose de substantiel, d'une capacité de résilience terrible qui nous permet de survie. Ça, c'est important. C'est donc dire finalement que si on dit aujourd'hui de ne pas amener, par exemple, si on nous dit de ne pas utiliser, par exemple, les cuillères importées, mais nous allons fabriquer nous avons moi, je suis un forgeron. Je sais qu'avec la forge, on peut faire plein de choses. Avec le bois, on peut faire énormément de choses. Avec la calebasse, on peut faire plein de choses. Donc, pour moi, on ne devrait pas trop finalement s'exciter. C'est le consommant local qui est simplement demandé. C'est le consommant local. Je suis content de la prise de décision souvent de certains ministères aujourd'hui. Et quand vous faites des réunions et puis il y a les pauses café et autres, ils exigent le pain de chez nous. Ils exigent tout ce qui est mets locaux pour que nous puissions la valoriser. Parce qu'en réalité, c'est parce que nous ne la valorisons pas qu'on estime que c'est un mets pratiquement chose. Alors que ces mets-là, c'est eux-mêmes, ça nous évite même beaucoup de point de vue de la santé, ça nous maintient bien, de point de vue également aussi de nutrition. Et nous sommes véritablement bien nourris avec nos différents produits. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi je fabrique, par exemple, l'engrais bio. Mais les gens ne savent pas. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une grosse échelle, mais pour ma consommation ou mon utilisation, je fais ça. Et c'est rien du tout quand je constate. C'est rien et on peut le faire. Mais si on continue de faire venir les engrais urée, UPK organique, tout ça, mais nous n'allons pas finalement développer les choses de chez nous.
Donc nous avons des plaines. Moi, je suis un hydro... comment dire, je suis dans l'eau. J'ai fait beaucoup de barrages, j'ai fait beaucoup d'aménagements. Et nous avons les terres aménagées que nous n'utilisons même pas. Et que c'est possible, effectivement, de le faire. Mais il faut coincer à un certain moment donné pour que les gens prennent une autre habitude, un autre envol. Et puis, nous allons tous aller dans le même sens. Moi, je pense que ce n'est pas si mauvais que ça. Aller dans le même sens, ce n'est pas si mauvais que ça. Kassoum Ouattara, après tout, c'est le consommant local qui est demandé. Oui, bon, c'est vrai. Et je m'aligne totalement derrière le doyen Nava. Mais en plus de ça, quand j'ai lu la décision, ce qui m'a un peu retenu, ce qui a retenu un peu mon attention, c'est assainir. Assainir le marché. Parce que voilà, quand vous regardez, le blé, c'est le deuxième produit importé après le riz. Voilà. Maintenant, quand vous regardez, nous importons le blé à partir de 3 pays, essentiellement, qui est le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais ces pays importent à leur nom et réexportent. Voilà. C'est pourquoi moi, quand j'ai lu, c'est vrai qu'il y a le consommant local qui se dessine derrière cette décision-là. Mais en plus de ça, moi, je pense qu'il y a une vision. Le domaine était vraiment, excusez-moi du terme malsain. Il fallait recadrer. Voilà, c'est comme il y a une certaine mafia qui est derrière. Parce qu'un pays, nous-mêmes, nous importons pas. Quand vous regardez là, apparemment, quand tu lis, tu rends compte que quand tu fais les recherches, il y a beaucoup de sociétés qui réexportent le blé là au niveau du Burkina. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, au Ghana, Togo, qui importent le blé. Et maintenant, ce blé, quand ça arrive à leur niveau, c'est réexporté au niveau du Burkina Faso. Donc, je pense que quand j'ai lu la décision et j'ai vu que le mot assainir est ressorti dedans, ils ont même arrêté tout ce qui est autorisation d'importation. Je pense que les autorités veulent voir clair dans cette affaire-là pour que, d'ailleurs, nous consommons local et en plus de ça, même si on va réimporter, pour que ça soit accessible. Parce que vous voyez, le coût est tellement élevé qu'aujourd'hui, je pense que le citoyen burkinabé paye lourd. Yacouba Ouedraogo, deuxième produit d'exportation, d'importation au Burkina Faso après le riz, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'assainir ce milieu-là comme le ministère du Commerce l'a signifié? Naturellement, il faut assainir le milieu. Parce que si c'est le deuxième produit importé, ça veut dire que derrière ça, il y a une grosse dépense. Et l'État perd beaucoup d'argent. Donc, c'est bon de regarder, de réguler et d'assainir. Mais au même moment, c'est de prendre aussi des mesures pour que nous puissions aller à l'autosuffisance à ce niveau-là. Effectivement, l'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Justement. Et surtout, si la dynamique est amorcée et qu'on parvienne à continuer dedans, à renforcer, les jours à venir, les années à venir, le Burkina Faso sera autonome par rapport à, comment on appelle, à l'importation du blé. Et même par rapport à l'importation du riz. Parce qu'il y a carrément une politique agricole qu'ils sont en train de mettre en place. J'étais l'autre jour à Kalsaka. J'ai vu que de Yako jusqu'à Kalsaka, ils sont en train de faire une grande plaine comme Samandini. Et il y a d'autres projets comme ça que le gouvernement est en train de mettre en place. Vraiment, c'est des projets salutaires. Et la population doit adhérer à ces mesures. Certes, il y a des, comme il a dit, il y a des opérateurs économiques, il y a des commerçants dans les domaines qui vont avoir comme forcément, qui ne seront pas contents, mais qui comprennent que l'intérêt national passe au-delà de l'intérêt individuel. C'est-à-dire qu'ils retouchent leurs manches pour y regarder où ils peuvent encore, comment on appelle, investir pour se faire de l'argent et au même moment pour permettre au Burkinabé aussi d'avoir des produits de qualité et moins chers. Donc le blé est excessivement cher. Si nous parvenons à motiver nos agriculteurs, à les amener, à les donner les moyens, le gouvernement suit avec nos ingénieurs pour que nous puissions avoir à la fin une bonne farine de blé de qualité. Mais je pense qu'au lieu d'importer, les pays dans lesquels nous partons chercher là, ils viendront chercher ça chez nous. Et là, ça va faire encore une valeur ajoutée à l'économie du Burkina Faso. Et je profite aussi d'inviter la jeunesse de quitter les bureaux, de ne pas seulement faire focus sur les bureaux, d'essayer de regarder aussi, de s'impliquer dans l'agro-business. C'est un appel donné par le chef de l'État. Et ça, c'est très important. Et c'est très important. Parce que l'agro-business, ça apporte beaucoup. Le chef de l'État a dit que le Burkina a beaucoup d'espaces cultivables. Donc, on peut sortir des bureaux et puis aller chercher travailler la terre. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui,
tout le monde est focus sur le bureau, et ainsi de suite. Le salaire ne rend pas l'homme riche. Le salaire peut te mettre dans un confort. Le salaire peut te permettre de juste manger, s'occuper de ta famille, mais le salaire ne te permettra pas d'atteindre un certain niveau de développement et une certaine assise financière. On va aller rapidement. Razak Naba, est-ce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ne doivent pas se sacrifier pour que cette autosuffisance alimentaire que prône la transition puisse être effective? Alors, en 2 minutes, nous sommes presque au terme de l'émission. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je voulais tout simplement dire que, en toute chose, il faut de la rigueur, il faut le sacrifice surtout. Parce qu'on ne peut pas arriver finalement à quelque chose, j'allais dire, de développer sans ce minimum donc, de sacrifice. Et aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour rien, quelquefois, lorsque je suis un peu en discussion avec les politiciens, moi je leur dis, regardons depuis 1960 à nos jours, qu'est-ce qu'on a pu faire? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une aubaine pour nous d'encadrer finalement cette transition pour qu'on aille finalement à des réformes fortes de manière à ce que nous puissions être dans la rigueur et dans le sacrifice, demain, ça soit beaucoup plus meilleur. En fait, c'est comme ça que moi je vois les choses et j'estime que sans sacrifice, il n'y a... Mais même ceux qui sont en train de se battre finalement au front, mais c'est le sacrifice. À la limite même de leur vie. C'est ça qui se sacrifie pour nous. Donc nous aussi, nous devrons également aussi contribuer par ce sacrifice finalement, que quand eux, ils maintiennent finalement en tout cas la paix et chassent finalement le terrorisme, que nous puissions également aussi à notre niveau avoir des sacrifices pour essayer donc de tracer des sillons pour demain. Razak Naba Belemwende de Boudri, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Kassoum Ouattara. Je rappelle que vous êtes le président du MOCER, le Mouvement citoyen pour une éthique républicaine. Merci à vous, Yakuba Ouedraogo. Vous êtes le vice-président de la GVC, la Génération de Veille Citoyenne. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Et rendez-vous dans une semaine avec d'autres sujets de débat d'actualité. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.